mission à horizon 2023. Et après celui de la semaine dernière, qui était un peu plus sur la théorie, en tout cas un point d'étape pour identifier les avancées et les enjeux, eh bien, aujourd'hui, on a le plaisir de se focaliser sur un point particulier qui est, au-delà de la phase statutaire, la nécessaire synergie entre le management de l'entreprise, le comité de mission et l'OTI. Donc, nous sommes ensemble pour 1 heure. On va faire une petite phase, je dirais, théorique qui va permettre d'attendre que tous les participants soient là. En attendant, voilà, je voudrais vous présenter la possibilité… Oups, attendez, voilà, hop, j'ai été un peu vite. La possibilité, bien sûr, de poser vos questions via le chat dans la petite icône « Converser ». Et merci de préciser lorsque vous poserez vos questions à qui elles se destinent plus particulièrement. Et que ce soit à nous en tant que cabinet de conseil, à Camille en tant que représentante d'une société à mission, à Stéphane ou à Sarah en tant que membre de comité de mission ou OTI. Donc, sans plus attendre pour avancer sur les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc, outre moi-même qui suis responsable du pôle raison d'être au sein du cabinet des enjeux et des hommes, donc Caroline Baron, je te laisse la parole, Caroline. Bonjour à tous, Caroline Baron. Donc effectivement, je suis le manager de l'équipe conseil RSE des enjeux et des hommes. Et avec donc, Sylvie, nous avons le plaisir d'accompagner l'entreprise Chiesi sur ce chemin de la société à mission. Et donc, on est là aujourd'hui, certes, en tant qu'animatrice de cette conférence, mais avec une vraie pratique aussi. Et donc, on tâchera de répondre aux questions s'il y en a sur ce sujet. Voilà. Et Caroline sera l'animatrice de la table ronde qui réunira donc nos 3 représentants du cercle vertueux de la société à mission. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi ça a un peu du mal à passer. Voilà. Donc, les 3 personnes qui vont venir partager avec vous leur retour d'expérience, je laisserai à chacun le rôle de se présenter quand on démarrera la table ronde. On a l'honneur d'avoir avec nous Camille Lemaître, qui est directrice Development and Sustainability au sein de Chiesi. Elle vous parlera un peu plus en détail de Chiesi et de la mission de Chiesi. Sarah Guéraud, qui est directrice associée chez Fideliance et qui est l'OTI que Chiesi a retenu pour vérifier la bonne avancée de la mission. Et on a l'honneur d'accueillir Stéphane Baudu, qui s'est libéré pour nous, donc élu du Loir-et-Cher. Il se présentera encore mieux tout à l'heure et qui est membre du comité de mission de Chiesi. Et ça nous semblait intéressant de pouvoir réunir autour de cette table ronde, je crois que c'est la première fois que ça se fait, les représentants, voilà, de ces 3 rouages essentiels qui composent la gouvernance et la vérification de la société à mission. Alors, pour ceux qui étaient avec nous la semaine dernière ou pour ceux qui n'y étaient pas, en fait, le webinaire de la semaine dernière visait à constater toutes les avancées, hein, c'était le verre à moitié plein, et puis aussi à pointer le chemin qui restait à faire, c'est le verre à moitié vide. Et voilà, aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur les voies de progrès identifiées par rapport à la société à mission, qu'on illustrera, comme je le disais, avec la table ronde autour du cas Chiesi. Et puis, on pourra échanger en fin de table ronde sur les conditions d'une synergie vertueuse avant de prendre vos questions. Alors, sans plus attendre, les voies de progrès qu'on a identifiées étaient de différents ordres la semaine dernière, qu'il s'agisse de l'accompagnement de la démarche de société à mission ou voilà, des futures avancées sur la mise en œuvre des démarches vertueuses. En tout cas, on voulait rapidement passer sur voilà, les prérequis que vous avez en bas à droite de la loi Pacte, hein, sur le fait que chaque société à mission doit avoir un énoncé de raison d'être, des objectifs statutaires qui, comme leur nom l'indique, sont inscrits dans les statuts, un comité de mission, un rapport de mission annuel et la vérification par un OTI. Et c'est vrai que l'ambition de la société à mission, c'est sa vocation transformative qui permet à l'entreprise de s'engager, d'engager ses parties prenantes dans son projet, qui a pour but d'allier, de réconcilier profitabilité et poursuite d'une mission d'intérêt collectif, qui a pour but d'engager les actionnaires sur la mission de l'entreprise et de pérenniser dans la durée la capacité à y répondre, et donc de s'inscrire dans cette trajectoire de transformation
dont il semble important de rappeler qu'en fait, elle doit être soutenue au long cours par des éléments de preuve et des piliers d'engagement qui viennent incarner la raison d'être de l'entreprise, ces mêmes piliers étant alimentés par une série d'objectifs opérationnels, des cibles et des indicateurs. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la feuille de route opérationnelle de la mission, qu'au niveau de la communauté des entreprises à mission, dont Chiesi fait partie, ainsi que nous-mêmes, ainsi que Fideliance, appelle le modèle de mission. Dans d'autres instances, on peut parler du référentiel de mission, mais en fait, ce dont on parle, c'est bien de ça. Hein, c'est comment l'énoncé de raison d'être vient s'incarner dans des objectifs qui sont mis dans les statuts, eux-mêmes soutenus par des objectifs opérationnels et des cibles et indicateurs chiffrés. Alors, hop. Donc, si on se focalise sur les voies de progrès, nous, on a identifié quelques-unes. La première, c'est le rôle charnière de la feuille de route, puisque la feuille de route, elle règle l'avancée de l'entreprise ou de l'organisation vers ses objectifs statutaires. C'est la base de vérification de l'OTI et elle a pour but d'alimenter les réflexions du comité de mission. Donc, nous, ce qu'on pointe comme voie de progrès, parce qu'il peut nous arriver d'être contactés par des entreprises qui ont envie d'emblée de se projeter dans la phase statutaire et d'étudier par la suite ce que ça implique. Nous, on recommande au contraire d'anticiper au maximum cette phase statutaire. C'est un double objectif et une double vertu, le fait d'anticiper la feuille de route opérationnelle en amont de la phase statutaire. Ça permet de calibrer la juste formulation des objectifs qui vont être inscrits dans les statuts et qui sont engageants par définition. Et ça permet aussi de faciliter les travaux en année 1 du comité de mission. Peut-être qu'effectivement, on pourra partager, Camille et Stéphane, sur le fait que voilà, plus on anticipe en amont, plus la phase année 1 est relaxe, entre guillemets. Et si on le fait, tout ce qu'on ne fait pas en amont sera à faire sur la première année, qui est une année charnière en fait, dans la mise en place du comité de mission, dans la mise en place de son plan de travail et bien sûr dans la formalisation de la feuille de route. Le deuxième point aussi qu'on voulait évoquer, c'est l'enjeu de la juste composition du comité opérationnel de la mission. Nous, on recommande fortement qu'il y ait un comité qui se mette en place, représentatif de l'ensemble des fonctions et des expertises de l'organisation société à mission, et qui agira comme un véritable miroir du comité de mission sur tout ce qui est dimension opérationnelle. Et donc, ce comité qu'on dit opérationnel de la mission, il va être à la manœuvre sur 3 plans, je dirais, interconnectés et tous indispensables, qui est la définition des objectifs opérationnels qui vont soutenir les objectifs statutaires et qui donc vont être soumis à discussion au sein du comité de mission. Ils vont avoir pour but aussi, pour rôle, ces membres du comité opérationnel de la mission, d'aider à concrétiser ces objectifs opérationnels, qu'ils aient été suggérés par le comité de mission ou présentés par le comité opérationnel, ou bien sûr, et bien dans tous les cas, approuvés par le comité de mission. Donc, quand on parle de concrétiser ces objectifs opérationnels, on parle de définir des plans d'action, des KPIs, des cibles, et des pilotes pour mener à bien chacun des objectifs opérationnels. Donc, on voit bien que les membres du comité opérationnel ont chacun un rôle, je dirais, de contribuer à la mise en œuvre de la feuille opérationnelle et plus particulièrement individuellement de mener à bien, de piloter et d'aider à mesurer les avancées de l'entreprise sur chacun des objectifs opérationnels. Après, on parlera sûrement au moment où Camille parle du comité de mission de Chiesi, l'enjeu de la juste composition du comité de mission. Nous, on préconise un équilibre entre des représentants internes et des représentants des parties prenantes externes. Si vous étiez la semaine dernière au webinaire où on pointait les voies de progrès identifiées, l'enjeu, effectivement, est d'arriver au minimum à un équilibre 50-50. On a pu pointer que certains comités de mission avaient une énorme surreprésentation des parties prenantes internes, ce qui peut poser question, en tout cas, ce qui peut, je dirais, contraindre un petit peu ou restreindre, plutôt que contraindre la nature des débats.
Le deuxième point, après cet équilibre interne-externe, c'est bien sûr l'enjeu que les membres de ce comité soient représentatifs des regards croisés en fait, sur les différents enjeux qui se présentent à l'entreprise, tout en n'étant pas pléthorique. Parce qu'effectivement, l'idée est que ce comité puisse être, je dirais, actif, mobilisé à plusieurs reprises quand même. Hein. On dit que c'est un minimum de 2 réunions, mais on est plutôt sur 3 ou 4. Donc, si on a un comité de mission de 20 personnes, voilà, c'est un petit peu plus compliqué, non seulement à organiser, mais en plus à manœuvrer, je dirais, dans la conduite des travaux. Le troisième point, c'est que ces membres du comité de mission, il doit être à la fois accessible, dans le sens où on peut être amené à les solliciter, y compris en dehors des séances du comité de mission, donc disponible et avec une certaine liberté de parole qui va vraiment autoriser les débats et les échanges au sein du comité de mission par rapport à la feuille de route opérationnelle, par rapport à des préconisations, des arbitrages entre les priorités. Et donc, notre conclusion, c'est que le juste équilibre du comité de mission, c'est aussi qu'il ne soit ni complaisant ni adverse. Hein, voilà, ce n'est pas pour but de mettre autour de la table des gens qui sont opposés formellement à tout ce qui pourrait être le domaine de l'économique et de l'entreprise. Et à l'inverse, l'idée est qu'il soit quand même un petit peu challengeant. Hein, on appelle ça un comité de critical friends. Donc, c'est bien ça l'objectif de la composition du comité de mission, mais Camille reviendra dessus. Et puis, en termes deux éléments de conclusion pour qualifier justement ces voies de progrès qu'on a identifiées, c'est l'enjeu de la synergie entre les différents cercles de gouvernance de la mission. Il y a peut-être un micro ouvert quelque part, on entend des bruits de fond. L'enjeu de la synergie entre les différents cercles de gouvernance de la mission. Et on voit bien tout l'enjeu qu'il y a pour le comité opérationnel à mettre en place des feuilles de route sur lesquelles le comité de mission puisse se prononcer. On voit bien tout l'enjeu qu'il y a entre le comité opérationnel et le comité de mission. Voilà, je crois que quelqu'un a laissé son micro ouvert et on entend des bruits de fond. Tout le monde pouvait couper le micro, à moins qu'Hélène, tu puisses couper les micros pour l'instant. Donc, l'enjeu qu'il y a, c'est que le comité de mission, le comité opérationnel de la mission s'accorde avec le comité de direction sur voilà, la nature de la feuille de route, les objectifs et les cibles qui sont fixés, et bien sûr des échanges en synergie entre le comité de direction et le comité de mission sur voilà, les avancées stratégiques, même parfois les arbitrages stratégiques. Tout ça, bien sûr, sous l'œil neutre mais exigeant de l'OTI, qui va vérifier qu'il y a bien des avancées, que le comité de mission est bien à la manœuvre, qu'il aide à challenger l'entreprise et à faire avancer les différents objectifs opérationnels sur leur plan d'action. Et puis, pour terminer, une voie de progrès, je dirais, en train d'être constatée et mise en œuvre. Ce n'est pas possible de le faire pour les entreprises de façon instantanée, mais c'est vrai qu'il y a vertu à faire qu'à terme, la feuille de route du plan stratégique et la feuille de route de la mission, cette feuille de route opérationnelle, finalement, fusionnent et se superposent et aboutissent au résultat qui est finalement l'esprit qui préside à la loi PAC, qui est que la mission d'entreprise soit au cœur du business model et de la transformation de ce business model. Voilà. Donc, une fois cette petite passe un peu plus théorique, en tout cas de constat et de voie de progrès, je pense que vous êtes tous là avant tout pour entendre le retour d'expérience voilà, de ce triptyque société à mission, comité de mission et OTI. Et pour cela, on a autour de la table donc Camille, Sarah et Stéphane. Et je laisse la parole à Caroline qui va animer la table ronde qui va commencer dès maintenant. Merci Caroline. Ah, ton micro est coupé, Caroline. Ton micro oui, du coup, j'ai coupé dans le doute tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie, pour cette introduction. On a vu que ça génère beaucoup de questions de votre part. Donc, on prendra un temps à la fin du webinaire et des interventions pour répondre à l'ensemble de vos questions. On vous enverra également le lien vers le webinaire de la semaine précédente. Donc, effectivement, on est ravis avec Sylvie que Camille Lemaître, Stéphane Baudou et Sarah Guéraud aient accepté d'intervenir cet après-midi parce que
On a cherché, mais sincèrement, on n'a encore jamais trouvé ce format de webinaire avec ces trois prismes, ces trois points de vue sur finalement l'intérêt, la valeur ajoutée et retour d'expérience sur cette aventure du comité de mission. Donc, merci à eux trois. Et je pense vraiment qu'on innove là cet après-midi. Donc, on tâchera de répondre au maximum à vos questions. Je vais laisser effectivement Camille Lemaître se présenter, nous dire peut-être en 2 mots, Camille, qui est Chiesi, voilà, d'où vient cette… alors, un rapide historique voilà, de pourquoi la sustainability et finalement pourquoi aller plus loin et avec cette aventure société à mission. Et puis ensuite, peut-être 2 mots sur la manière dont aujourd'hui la feuille de route est structurée, les grands axes stratégiques, les axes d'engagement. Et puis ensuite, effectivement, on aura quelques questions de retour d'expérience sur la réalité et la vie du comité de mission. Je vous laisse la parole, Camille, peut-être pour vous présenter. Merci Caroline, je suis Camille Lemaître, je suis directrice du business développement et de la sustainability chez Chiesi depuis plus de 4 ans maintenant. Donc en quelques mots, qui est Chiesi? Donc, nous sommes un laboratoire pharmaceutique d'origine italienne qui a maintenant une dimension internationale, qui a été créé en 1935 et nous comptons plus de 6000 collaborateurs à travers le monde. Nous avons une présence importante en France via notre filiale depuis plus de 20 ans et nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur ajoutée, c'est-à-dire que nous avons une unité de recherche et développement, un site de production et de distribution qui est basé près de Blois à la chaussée Saint-Victor. Et nous avons des équipes afin de mettre à disposition auprès des professionnels de santé et des patients nos solutions thérapeutiques. Nous mobilisons notre expertise autour de 3 grands domaines thérapeutiques. Le premier autour des maladies respiratoires, que sont l'asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive et la néonatologie, les maladies rares et les soins de spécialité, notamment la transplantation rénale et hépatique. Comme l'a dit Caroline, nous sommes un groupe, enfin au niveau du groupe et de la filiale, engagé depuis des années, mais depuis, disons, 2017, nous avons accéléré vraiment cet engagement responsable en décidant d'adopter le concept de valeur partagée dans tous nos projets, de contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous avons aussi fait un programme interne de sensibilisation autour du développement durable. Et en 2019, les choses ont été encore, disons, renforcées, puisque le groupe Chiesi est devenu Bicorp. Et au niveau de la filiale, une année importante est l'année 2021, puisque nous sommes devenus société à mission en avril 2021. Donc, ça fait le lien effectivement avec la mission de Chiesi, qui est prendre soin des patients et de la planète aujourd'hui pour demain. Et cette mission, on l'a fait vivre au travers de 3 engagements. Donc, je ne vais pas les lire in extenso, mais pour les résumer, en fait, le premier est autour de l'innovation au profit des patients, des aidants et des professionnels de santé. Le deuxième est autour du développement de nos collaborateurs et de la promotion de la diversité et l'inclusion au sein de nos équipes. Et le troisième, autour de la protection de l'environnement et de la société dans toutes nos actions chez Chiesi. Super. Merci beaucoup, Camille. Alors, on va revenir sur le thème de ce webinaire, à savoir finalement les clés et les éléments qui facilitent la vie d'un comité de mission et l'importance finalement d'une bonne articulation, d'une bonne gouvernance de cette aventure société à mission entre le comité de mission, un comité opérationnel de la mission, un comité de direction, l'OTI, voilà, tous les acteurs, toutes les parties prenantes clés que Sylvie vous présentait précédemment. Donc peut-être une première question sur justement le comité de mission, puisqu'on a la chance d'avoir Stéphane avec nous qui témoignera juste après. Donc, ça fait 18 mois que ça y est, c'est officiel, Chiesi est société à mission. Quand on franchit le cap, on structure sa démarche et on tâche d'identifier quelles seraient les personnes les plus pertinentes finalement pour nous accompagner dans cette aventure, pour nous challenger, pour nous faire aller de l'avant.
Comment est-ce que ça s'est passé chez Chiesi? Comment est-ce que ces réflexions sur la bonne composition du comité de mission ont été menées? Voilà, quel retour d'expérience, peut-être des conseils et des choses à éviter, vous pourriez partager aux gens qui nous écoutent cet après-midi? Oui, alors ça a été une longue réflexion, puisqu'effectivement, il est important de bien s'entourer pour ce comité de mission. Donc, tout d'abord, ce que nous avons décidé, c'est d'ouvrir à l'externe et en majorité, puisque nous avons 12 membres dans le comité de mission, 5 en interne et 7 en externe. Alors, avant d'aller plus loin, je vais peut-être brièvement justement balayer le portrait des différentes personnes que nous avons autour de ce comité de mission. Je vais commencer par l'interne, puisque nous sommes moins nombreux. Donc, nous souhaitions vraiment avoir un représentant, disons, de chaque entité de nos activités. Donc, en tant que filiale, il nous a paru assez naturel d'avoir quelqu'un de notre maison mère qui lui-même était impliqué dans des activités similaires au sein de l'Italie, en fait, puisque en Italie, nous sommes Società Benefit, qui est un équivalent de la société à mission. Et donc, Mauro Ambanelli fait partie du comité d'impact italien. Et donc, nous avons voulu l'avoir dans notre comité de mission en France pour faire le lien aussi avec les activités de la maison mère et être bien en cohérence avec ce qui se fait. Et ensuite, nous voulions vraiment avoir un représentant de chacune de nos activités. Donc, on a quelqu'un de la visite médicale, donc qui est sur le terrain, qui voit des médecins tous les jours, qui est le cœur de notre activité, qui est Guillaume Straeli. Nous avons Franck Villign, qui est le directeur de l'usine, puisque l'usine est extrêmement impliquée dans nos engagements société à mission, notamment autour de la protection de l'environnement. Moi-même, en tant que représentante du siège de Chiesi, des activités du siège, et nous souhaitions avoir notre président aussi qui vient en ad hoc. Il n'est pas présent à toutes les réunions ni tout le temps. Il vient quand il y a des sujets vraiment précis ou partager certaines choses avec le comité de mission. Et en externe, ça a été une longue réflexion puisqu'on voulait que les personnes qui soient avec nous soient vraiment représentatives de notre écosystème. Donc, c'est comme cela qu'on a choisi Bruno Housset, qui est pneumologue, puisque le respiratoire est une de nos grandes aires thérapeutiques, et il est également président d'une association de patients et de professionnels de santé. Christine Roland aussi représente des patients qui, eux, souffrent plutôt d'asthme et allergies. Et nous souhaitions aussi avoir des personnes qui pouvaient représenter nos fournisseurs, par exemple Tony Moret d'IDEC, qui est un fournisseur très important pour nous puisqu'il travaille sur l'extension de notre usine et c'est un fournisseur extrêmement engagé. Donc, on a vraiment des bons échanges. Et nous avons 2 personnes expertes de la RSE qui sont Pascal Bossan et Paul-Antoine Hamon. Pascal Bossan qui est autrice et qui écrit des livres sur le climat notamment et qui est maintenant... elle est même plus qu'administrative puisqu'elle est présidente du 1% pour la planète. Paul-Antoine Hamon est très investi aussi dans la RSE puisque lui a une société d'aménagement paysager qui est elle-même société à mission. On trouvait que c'était intéressant d'avoir ce regard. Et l'avant-dernière personne, Dominique Héron, est représentant d'une association d'insertion de jeunes, ce qui va très bien avec notre politique de diversité et inclusion. Et Stéphane Baudu, mais je vais faire un peu de teasing puisqu'il se présentera d'ici quelques minutes. Très bien. Donc, donc une vraie réflexion. Oui, voilà, une vraie réflexion que nous avons commencé aussi à mener lorsque nous avons travaillé sur les engagements, puisqu'on a décidé de les faire challenger en externe par des parties prenantes. Et ça nous a permis aussi de voir, puisqu'on a interrogé vraiment beaucoup de personnes de notre écosystème, de voir si certaines personnes avaient vraiment des feedbacks intéressants et comme ça, on a pu sonder aussi un petit peu leur intérêt pour potentiellement leur proposer de rejoindre notre comité de mission. Donc, c'était un bon exercice déjà pour sentir l'intérêt et la contribution qu'ils pouvaient apporter à ce comité de mission. Bon, bah, super. Donc là, ça fait 18 mois. Ça fait 1 an et demi que le comité est lancé.
au rythme de 3 à 4 réunions par an, là, comme nous le disait Sylvie il y a quelques instants. Concrètement, qu'est-ce que ça change chez Chiesi? Comment les apports de tous ces experts représentatifs voilà, des métiers de l'entreprise permettent de faire bouger les lignes en interne chez Chiesi? Est-ce qu'il y a des ajustements, des échanges, des points de rencontre entre ce comité de mission et le comité opérationnel de la mission, alors qu'on appelle le comité Sustainability chez Chiesi? Et quid du lien avec la gouvernance aussi de l'entreprise, avec le comité de direction? Voilà. Comment est-ce que tous ces organes se parlent? Et c'est quoi le potentiel finalement de transformation de ce comité de mission sur l'entreprise Chiesi? Oui, alors je vais commencer par la première partie de la question. Qu'est-ce que ça a changé? Et c'est vrai que pour nous, ça a vraiment changé les choses, puisque jusque-là, on interagissait assez peu ou de manière moins structurée, disons, avec des parties prenantes et externes. Maintenant, on a vraiment ce comité dont le rôle est de suivre l'exécution de la mission. Et c'est un organe totalement nouveau pour Chiesi et important puisqu'il impacte la gouvernance de notre entreprise, étant donné que les réflexions et points de vue de ce comité de mission influent vraiment sur les décisions stratégiques de l'entreprise. Donc ça, c'est un premier point, c'est un nouvel organe et on doit apprendre effectivement à fonctionner avec les organes existants que sont le comité de direction ou le comité opérationnel RSE. Et j'avoue qu'on a réussi à avoir une certaine fluidité, justement, en faisant intervenir lors des réunions avec le comité de mission des personnes du comité opérationnel pour qu'elles puissent présenter le fruit de leur travail, puisque c'est vraiment elles qui font avancer les feuilles de route et qui permettent de faire vivre nos engagements. Et on prévoit, donc ça a été initié et on veut le renforcer, plus d'échanges avec le comité de direction. Donc, il y a eu des échanges parfois directs ou parfois indirects par notre biais, où on restituait ce qui s'était dit en comité de mission au comité de direction afin de prendre des décisions. Et là, on veut passer à la vitesse supérieure et vraiment créer des échanges plus réguliers entre des membres du comité de direction directement avec le comité de mission et quasiment à chacune des rencontres que nous aurons, donc 3-4 fois dans l'année avec le comité de mission. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que, donc avant de devenir société à mission, Chiesi était déjà très engagé et nous faisions déjà beaucoup de choses, mais peut-être un petit peu chacun, pas chacun dans son coin, mais disons que ce nouveau fonctionnement a créé plus de fluidité et de communication dans tous les projets que nous avons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes du comité opérationnel RSE ont beaucoup plus de visibilité sur ce qui se passe et plus de vision aussi sur ce qui va arriver dans les prochaines années, puisque la démarche est bien plus structurée. Donc ça, c'est un point vraiment positif que nous avons noté. Ok, super. Donc, la suite, une des pistes pour la suite, c'est vraiment plus d'alignement et en tout cas des liens plus resserrés entre le comité de mission et le comité de direction de l'entreprise. Qu'est-ce que vous envisagez d'autre? Et ce sera ma dernière question pour qu'on ait le temps d'entendre Stéphane et Sarah juste après. Oui, qu'est-ce que vous envisagez d'autre? Voilà, c'est quoi les prochaines étapes finalement? Alors, la prochaine étape concerne une autre entité du groupe Chiesi, qui est en France, basée à Nice, qui est NHCO Nutrition, qui fait des compléments alimentaires et qui a rejoint le groupe Chiesi en 2018. Et l'idée, c'est que cette entité de Chiesi devienne également société à mission l'année prochaine, tout en sachant qu'elle est déjà société à raison d'être depuis cette année. Donc vraiment, on a envie de faire progresser toutes les entités que nous avons sur le territoire en permettant à NHCO Nutrition aussi de devenir société à mission. Super. Merci beaucoup Camille. On va devoir s'arrêter là. Je pense qu'il y a plein de questions, des remarques. Enfin, je n'ai pas vu le chat parce que j'écoutais les réponses. Voilà, on prendra le temps plus tard, si vous le voulez bien, après les interventions de Stéphane Baudou et de Sarah Guéraud, de répondre à vos questions. Et on ouvrira aussi pour qu'il y ait peut-être des réponses en direct. Merci Camille. Et bien alors, voilà, et Stéphane a ouvert son micro, c'est parfait.
Bonjour Stéphane, merci encore d'être là. C'est vraiment super de pouvoir avoir cet échange en direct et de témoigner. Parce que c'est rare qu'on ait des témoignages directs comme ça aussi de membres de comités de mission qui ne sont pas par ailleurs engagés dans des démarches et puis en plus d'élus locaux engagés sur des territoires dans un point de vue d'acteurs publics. Alors peut-être une première question assez simple, pourquoi cette aventure société à mission c'est quoi votre point de vue, votre perception de cette manière qu'ont les entreprises finalement de se doter de cette qualité, de ce statut? Et puis peut-être plus personnellement, votre témoignage en tant que membre d'un comité de mission, une fois que vous le vivez, vous l'éprouvez de l'intérieur. Voilà. C'est quoi votre point de vue aujourd'hui sur ce nouvel outil dont se dotent les entreprises? Bien, plein de choses. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Peut-être en 2 mots me présenter comme Oui. l'a fait Camille tout à l'heure. Donc, je suis effectivement élu local. Je suis maire de la Chaussée-Saint-Victor, qui est une commune modeste de 4 600 habitants à côté de Blois et qui a le bonheur d'accueillir l'usine Chiesi sur son territoire et qui a des liens et des relations avec la direction locale depuis très longtemps. Et voilà. Et donc, peut-être dire aussi qu'au moment de la discussion et du vote de la loi Pacte, j'étais député. Donc, j'ai participé modestement à ce travail-là, un peu de loin. Et puis là, finalement, je le vois d'un peu plus près par rapport à cette proposition qui m'a été faite il y a effectivement maintenant plus d'1 an, d'intégrer le comité de mission de Chiesi. J'avais été d'abord très surpris de cette proposition parce que je ne m'attendais pas un jour d'être sollicité pour travailler dans ce cadre-là. Et finalement, je me demandais en quoi le rôle d'un élu local pouvait finalement être important et être finalement moteur par rapport à ce travail-là. Mais finalement, j'ai assez rapidement trouvé ma place et mon rôle sur ce comité de mission. Alors, comité de mission, d'abord, moi, ce qui m'a toujours troublé, c'est que société à mission, comité de mission, tout ça est indiqué au singulier. J'entends mission. Alors que quand on regarde bien, et vous l'avez peut-être compris les uns et les autres, finalement, on travaille beaucoup sur beaucoup de missions, beaucoup de sens, et qui se déclinent non pas en une seule mission, mais à effectivement plusieurs rôles, plusieurs objectifs et plusieurs engagements. Ça, c'est une petite anecdote. Après, rentrer dans un comité de mission, moi, j'y voyais d'abord la possibilité d'avoir une vraie réflexion à 360 degrés sur finalement les interactions de l'entreprise. Alors, bien entendu, sur son microcosme économique, mais au-delà, c'est-à-dire que on pouvait comme ça guider, orienter, peut-être accélérer un certain nombre d'actions de l'entreprise sur son environnement, au-delà de l'environnement économique, ce que l'on positionne souvent sur la place dans la cité. Et c'est ça qui m'a paru essentiel et utile. Et c'est là où finalement j'ai trouvé que mon rôle d'élu était un rôle potentiellement important parce que ça me permettait quelque part d'agir à l'intérieur avec l'entreprise sur des actions qui étaient bénéfiques pour cette entreprise et ses collaborateurs, mais qui potentiellement pouvaient finalement ruisseler au-delà de l'entreprise et permettre finalement une certaine dynamique à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'un territoire économique, pour faire en sorte que les bonnes pratiques, les bons usages dans le domaine du social et de l'environnemental puissent effectivement avoir un sens finalement assez collectif et au-delà de la seule entreprise pour laquelle j'étais membre de ce comité de mission. Voilà très rapidement. Très bien, très bien. Et puis oui, sur votre compréhension du rôle et de la manière de l'exercer et finalement la plus-value que vous pouvez apporter à l'entreprise. Très bien. Alors, finalement, donc ça fait 1 an et demi, ça y est. Alors, je ne sais pas combien de réunions ont été organisées. Je n'ai plus le chiffre exact en tête. 4, voilà. Merci Camille. Pour vous, retour d'expérience, ces 18 derniers mois, comment est-ce que ça s'est passé? C'est quoi votre analyse du chemin qui a été parcouru? Est-ce que vos attentes, si vous en aviez, ont été, vous avez l'impression qu'elles ont été entendues? Comment ça se passe de l'intérieur et finalement, quel est quel est le retour d'expérience principal et les points notables que vous pouvez retenir de ce premier chemin de 18 mois avec Chiesi?
Alors, il faut bien comprendre qu'on était tous novices dans la matière, même si on avait des attentes, on avait lu un certain nombre de choses, ou certains avaient peut-être une première expérience. Et donc, on a finalement appris en faisant. Donc ça, c'est une première chose. Mais on a eu la chance, ou une double chance par rapport à ce comité de mission Chiesi. D'abord, d'avoir été très bien encadré, guidé, coaché avec Camille, et puis votre appui. Et puis surtout, on arrivait sur un territoire qui n'était pas un territoire qui partait de rien. C'est-à-dire que Chiesi, mais comme l'a dit Camille juste avant moi, travaillait depuis longtemps dans des démarches de responsabilisation de ses cadres, de pouvoir effectivement associer ses collaborateurs sur un certain nombre d'actions sur le social et l'environnemental. Donc, il y avait déjà, et vis-à-vis également des patients qui sont donc finalement les clients de Chiesi, donc il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient déjà engagées, initiées, et on n'est pas parti d'une feuille blanche. Donc, ça pouvait être ça, peut-être l'inquiétude de départ, de dire finalement comment on allait pouvoir travailler de façon efficace et utile rapidement. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on voit bien que même si effectivement on est là pour travailler sur un cadre qui est déjà défini dans le cadre des objectifs opérationnels ou des enjeux que le comité de direction fixe, on a pu facilement débattre, auditer, expertiser à la fois les pratiques existantes, mais aussi au regard finalement de ce qu'on pouvait apporter les uns et les autres. Et vous voyez que le profil est quand même très large des différents membres du comité de mission, faire valoir et finalement ses sensibilités, ses intérêts pour faire en sorte d'enrichir, d'amender, de compléter des objectifs et peut-être même d'aller un petit peu plus loin sur des pratiques que potentiellement un comité de direction n'avait pas en tête parce qu'à un moment donné, on est un peu trop dedans. Et si je fais le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur la composition du comité de mission, je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Ce comité de mission, la composition du comité de mission, ça ne doit pas être une affaire que de professionnels. J'entends par là que des professionnels ou des membres de la société. Et je trouve que l'équilibre qui a été trouvé sur le comité de mission de Chiesi est tout à fait à la fois conforme en termes d'équilibre de ce que je pouvais imaginer, et après 4 réunions de travail, conforme à ce qu'on pouvait finalement attendre en termes de projection. Parce que quand je dis que ça ne doit pas être que des professionnels, c'est-à-dire des membres de l'entreprise, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que ça soit des réflexions de l'entre-soi. Il faut qu'on soit en capacité de s'ouvrir, d'entendre l'expertise, d'entendre les sensibilités de gens qui ne sont pas des professionnels éventuellement complètement de ce milieu-là, mais qui ont une forme d'interaction avec l'entreprise, mais qui sont des spécialistes des thématiques qui comptent pour l'entreprise, mais avec une ouverture beaucoup plus large. Et ce comité de mission, il a cette originalité-là et il a comme ça pu produire et pu amender les objectifs du comité de direction pour faire en sorte que ça soit des choses qui soient parfois originales et parfois, j'allais dire, aussi, on va dire, réalistes et raisonnables en termes d'objectifs. Et c'est ça, je trouve, qui fait l'intérêt de ce comité de mission. Et qui fonctionne bien, là on l'entend bien. Et qui fonctionne très bien. Et donc, le vécu après un peu plus d'1 an, c'est d'avoir des échanges passionnants, enrichissants déjà entre nous, qui nous ont permis effectivement de fixer des objectifs, de prioriser les différentes actions. Et puis, à un moment donné, quand on a commencé à bien se connaître et à bien travailler ensemble, alors je ne veux pas dire qu'on a bousculé Camille, mais on a à un moment donné fait en sorte de faire valoir un peu notre originalité, de dire bon, c'est bien, on travaille dans un cadre, on a des objectifs, on réagit par rapport à des objectifs qui nous sont soumis, mais on a besoin d'avoir un temps d'échange, un temps de brainstorming, un temps de qu'on puisse effectivement aller plus loin pour faire en sorte et finalement d'apporter des marges de progrès, peut-être de la valeur ajoutée au projet que Chiesi avait en tête dès le départ. Super. Merci, merci beaucoup Stéphane. Bon, alors, pareil, je regarde ma montre là, puisqu'il faut qu'on entende Sarah derrière et qu'on réponde aux questions. Mais peut-être une dernière question, ce serait quoi vos attentes pour la suite vis-à-vis de ce comité? Alors, il y a les attentes du membre du comité de mission que je suis, qui est celui finalement de donner plus peut-être de visibilité à ce travail. Alors, je sais que Camille travaille là-dessus parce que c'était un peu la conclusion de notre dernière réunion, mais il y a la communication en interne qui est effectivement très important. Il faut que ce travail soit connu, identifié et pour être à la fois opérationnel, mais qui puisse effectivement emmener l'entreprise
et faire en sorte qu'il y ait une forme, j'allais dire, d'acceptation, mais aussi de fierté des collaborateurs par rapport à ce travail et aux engagements et aux objectifs qu'on s'est fixés. Et puis, il y a la communication externe, c'est-à-dire que finalement, ce travail-là, il doit permettre finalement d'inciter d'autres démarches auprès des partenaires, des sous-traitants, mais aussi des entreprises d'un territoire. Et là, c'est l'élu local qui part. J'en parlais tout à l'heure en propos liminaire, mais on a besoin de ça, c'est-à-dire qu'on a besoin, sur ces démarches qui sont tout à fait intéressantes, tout à fait utiles pour un territoire, qu'elles diffusent et qu'elles permettent effectivement de travailler à une échelle un peu plus large et puis aussi de pouvoir finalement se rapprocher de la communauté des sociétés à mission parce qu'on a besoin aussi de s'étalonner les uns par rapport aux autres. Super. Merci beaucoup, Stéphane. Pareil, je vois qu'il y a des réactions, donc on prendra le temps avec Sylvie de bien recenser toutes les questions et y répondre et organiser des échanges si besoin. Merci Stéphane, vraiment d'avoir été là et d'avoir témoigné. Et donc, on va passer à Sarah Guéraud, que je vais laisser se présenter. Donc, on a la chance effectivement d'avoir Sarah aussi avec nous, qui est donc un OTI. Donc, c'est le sigle d'organisme tiers indépendant, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cet acronyme. Donc, je vais laisser Sarah se présenter et puis peut-être nous dire un petit mot sur finalement l'OTI avec ce rôle de vérification, un petit focus sur la vérification, les points de vigilance qui sont à anticiper. On vous écoute, Sarah. Très bien, merci beaucoup Caroline. Alors oui, je suis du coup organisme tiers indépendant ou auditeur aussi, ou vérificateur, on peut utiliser d'autres mots peut-être plus sympathiques. Depuis maintenant, alors ça fait 7 ans que j'ai cette casquette-là au sein du groupe Fideliance. Donc on a l'habitude aussi d'auditer du coup des démarches de développement durable depuis assez longtemps. Et c'est vrai que ce nouveau format d'audit des sociétés à mission du coup est très intéressant et on s'appuie beaucoup du coup sur le comité de mission. Et ce comité de mission, il va suivre du coup l'exécution du coup de la mission, il va du coup décliner opérationnellement du coup la mission et finalement du coup l'OTI va vérifier l'exécution du coup de l'engagement de la mission. On pourrait se dire c'est un peu en doublon finalement tous ces deux organismes, mais pas du tout. On est assez complémentaires parce que c'est un peu la particularité du dispositif français, c'est d'avoir du coup 2 organes finalement de contrôle. Un comité de mission du coup nommé par l'entreprise et un organisme qui est totalement indépendant à l'entreprise et qui permet du coup d'assurer que les engagements sont bien réels et que la démarche est en place et évolue. Et finalement, aujourd'hui, quels sont les points clés de vigilance? C'est vrai, ce qu'on attend, on a 3 étapes dans la vérification de l'OTI. On va avoir une première étape, bien sûr, de prise de connaissance du modèle d'affaires, de la raison d'être, des objectifs. On va s'assurer de la cohérence, bien sûr, d'ensemble, pour s'assurer du coup que tout cela du coup va bien dans le bon sens. Et du coup, dans un deuxième temps, on va interroger les parties prenantes. Et les parties prenantes du coup de l'entreprise, ça va être bien sûr les salariés, mais aussi le comité de mission. Et c'est pour ça que c'est important pour nous que ce comité de mission, qu'on sache du coup comment il est composé, combien de fois il se réunit, quels sont les membres, comment il a été formé aussi, parce que parfois il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément la structure. Est-ce qu'il a du coup une diversité dans ses membres et du coup, grâce à cela, on pourra évaluer en tout cas si le comité de mission va bien dans le bon sens. Et ça, c'est important du coup dans notre démarche parce que pour vérifier l'exécution des engagements, on va aussi s'assurer que l'entreprise a bien mis les moyens pour y arriver. Et finalement, ce moyen, le comité de mission va aussi fait partie du coup de cette thématique-là et va orienter, du coup, va en tout cas pousser du coup les référents et puis la gouvernance aussi à continuer du coup les démarches. Ok, très bien. Oui, donc c'est votre perception du rôle du comité de mission en tant qu'OTI, c'est vraiment ce rôle d'aiguillon, c'est ça, pour pousser la démarche et qu'elle soit la plus ambitieuse possible? Alors, c'est ça. Alors, c'est toujours compliqué cette démarche du coup d'ambition parce que faut pas non plus être trop ambitieux parce que si du coup l'entreprise n'atteint pas son objectif, moi malheureusement je vais faire un rapport un peu négatif. Il faut taper sur les doigts. Voilà, mais il faut être réaliste en fait. Voilà, simplement il faut être cohérent, réaliste, pragmatique.
Et c'est vrai qu'on attend que ce comité de mission challenge du coup l'entreprise et du coup donne de l'ambition. Et c'est souvent ce qu'ils font. Et c'est vrai que voilà, le comité de mission du coup de Chiesi est vraiment dans cette démarche-là. Et c'est du coup une démarche d'amélioration continue. Ok. Il y a un bruit Très derrière. bien. Ah, oui, Sylvie, tu voulais intervenir? Non, pas du tout. Il y a un bruit derrière moi, donc je ferme mon micro. Ah, pardon. Ok, désolée. Et finalement, donc si on reste voilà, dans cette logique de lien et de communication entre les différents organes, aujourd'hui, en tant qu'OTI, Sarah, c'est quoi vos attentes principales sur les interactions à avoir avec le comité de mission, mais peut-être ensuite avec le comité opérationnel de la mission, avec le CODIR ou pas, enfin voilà. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionnera bien? C'est quoi votre perception d'OTI et vos attentes finalement vis-à-vis des différents organes et puis notamment du comité de mission qui est un organe clé? Alors c'est vrai que nous, on va interroger du coup beaucoup de parties prenantes de l'entreprise. Ouais. Donc, on va interroger la gouvernance, déjà, la direction, pour bien comprendre du coup l'ADN, l'histoire, la vision. On va interroger du coup le référent de la mission, le manager de la mission, les salariés, les comités de mission. Et finalement, tous ces interviews que l'on va faire va nous permettre de nous assurer que tout le monde va dans le bon sens. Donc, c'est vrai qu'on fait répéter peut-être voilà, souvent les mêmes sujets, mais au moins, on s'assure que tout le monde va dans la bonne direction. Donc, ça, c'est un point du coup d'attente, qu'il y ait bien une bonne communication finalement entre tous les différents services ou les divers comités du coup, qui peut exister. Ça, c'est un point d'attention. Et c'est vrai que j'insiste peut-être sur le côté du coup déclinaison opérationnelle de la mission. Ça, c'est un document du coup qu'attend beaucoup l'OTI, ce qui va matérialiser les objectifs opérationnels en face du coup des objectifs statutaires. Et ce document de travail sur lequel le comité de mission challenge l'entreprise et va du coup donner aussi de l'ambition. Et puis, il va aussi vérifier les indicateurs, voilà, il va s'assurer que ça va dans la bonne direction. Et bien, en fait, cette déclinaison opérationnelle est très importante, du coup, pour nous, parce que c'est vraiment notre document de travail qui va nous permettre aussi de comprendre ce que fait le comité de mission, de comprendre ce que va faire l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on est finalement main dans la main avec le comité de mission pour voilà, vérifier, du coup, la mission et puis surtout voilà, se donner aussi des axes de progrès aussi, et puis d'amélioration continue. Ok, très clair. Bon, le temps file, il va nous rester un petit quart d'heure, donc on va peut-être s'arrêter là, Sarah. Je pense qu'il y a plein de questions pour vous. Sylvie, merci beaucoup, Sarah, pour ce témoignage. Sylvie, je vais te laisser la parole donc pour peut-être un mot pas de conclusion rapide, mais un mot de transition avant qu'on prenne les questions. Tout à fait. Le mot de transition, en fait, j'aurais aimé le laisser à Camille parce que la semaine dernière, dans le précédent webinaire, et puis là, on voit bien que cette synergie qu'il y a à mettre en place entre comité opérationnel de la mission, comité de direction et OTI, etc., amène à prendre en compte une complexité dont une façon de la résoudre et à terme de faire fusionner feuille de route de la mission et feuille de route stratégique, je le disais tout à l'heure, et à renforcer les interactions entre comité de mission et comité de direction. Est-ce que ça, Camille, c'est quelque chose dont vous avez senti émerger le besoin ou comment vous vous situez par rapport à ça? On sait que du côté de NHCO, il y a des choses aussi qui se passent à ce niveau-là. Est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue là-dessus? Oui, alors je trouve que c'est effectivement un point qui est ressorti dernièrement, mais d'avoir de plus en plus d'alignement et d'échanges directs, surtout avec le comité de direction, et aussi d'avoir pour le comité de mission une possibilité vraiment de donner son avis sur les grandes orientations stratégiques de la société. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a prévu de faire, puisque régulièrement on refait un exercice de plan stratégique pour se projeter dans les prochaines années. Et nous souhaiterions, avant de commencer cet exercice, vraiment à collecter les commentaires et les insights du comité de mission pour que vraiment notre plan stratégique et nos feuilles de route, société à mission et tout ce qui va avec cela puisse vraiment fusionner, puisque vraiment tout ce qui est sustainability chez Chiesi est au cœur de notre stratégie
Donc, c'est assez cohérent de fonctionner comme ça et c'est ce que nous allons faire dans les prochains jours d'ailleurs. Alors, avant les questions-réponses, un point de conclusion. Donc, effectivement, c'est un cheminement. On imagine bien que cette fusion de feuilles de route, elle ne peut pas se faire du jour au lendemain quand l'entreprise dépose ses statuts. Voilà, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Donc, il y a un tuilage qui s'opère et dont la principale vertu aussi est d'éviter d'avoir des superpositions de comités et de feuilles de route qui rendent la gestion et la vie au quotidien d'ailleurs des collaborateurs de l'entreprise plus complexes. Et nous, on préconise effectivement de se donner comme ligne de mire cette possibilité et qui est aussi, comme je le disais, au cœur de l'esprit de la loi Pacte. Mais peut-être que voilà, maintenant, c'est le temps de parler peut-être de vive voix avec vos différentes questions. Il y a plusieurs choses qui ont été évoquées. Et dont celle qu'elle vous touchiez un petit peu du doigt, Camille, c'est on a une question qui est sur la façon dont le comité de mission intervient auprès du conseil d'administration. Parce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être, enfin, chez Chiesi, c'est plus un comité d'actionnaires, mais comment vous voyez cette interaction à terme? On a eu la chance, je crois, il y a Maria Paola Chiesi qui est intervenue lors d'une réunion du comité de mission. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut se mettre en place et qui est vertueux pour répliquer ça à d'autres entreprises? Oui, tout à fait. Alors, je pense vraiment qu'il y a un lien à faire là aussi pour garder de la cohérence entre ce qui est fait au niveau de la maison mère et ce qui est fait au sein de notre filiale. Comme vous le disiez, Sylvie, Maria Paola Chiesi, qui est directrice de la sustainability au sein du groupe, est venue intervenir auprès du comité de mission pour parler des grandes orientations stratégiques. Et il y a vraiment eu une discussion avec une présentation puis des questions. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. Et c'est pour ça qu'on a aussi choisi d'avoir quelqu'un de la maison mère dans le comité de mission, vraiment pour pas qu'il y ait d'écart entre ce qui est fait au niveau groupe et ce qui est fait au sein de la filiale. Et je pense qu'effectivement, ça peut être renforcé à l'avenir. Et je sais qu'au sein de la maison mère, quelqu'un a été nommé aussi pour qu'il y ait aussi une cohérence entre ce qui est les projets qui sont menés dans les différentes filiales, en fait. Entre maison mère et France, par exemple, mais aussi entre France et toutes les autres filiales. Donc, c'est vraiment une cohérence et garder un cap commun malgré les différentes opportunités qu'on a dans les pays, puisque la société à mission existe en France et il y a des équivalents en Italie et aux États-Unis, mais pas partout non plus à travers le monde. Merci Camille. En plus, je me permets peut-être, Sylvie. Ah oui, pardon Sylvie, je me permets peut-être un petit commentaire rapide. C'est vrai que chez Chiesi, en fait, il n'y a pas de, c'est un actionnariat familial. Et donc, effectivement, Camille l'a dit, on a une des fondatrices, des filles de fondateurs qui gèrent toute la partie sustainability et qui pilote le comité de mission côté Italie et qui est en interaction avec le comité de mission France. Mais bon, dans d'autres cas de figure et auprès d'entreprises ayant un conseil d'administration peut-être plus répandu. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation à ce que le comité de mission interface un conseil d'administration. Donc, et nous, de notre prise, de ce qu'on voit, alors bon, il faut prendre les choses avec un peu de recul parce que c'est quand même quelque chose d'assez récent. Hein. On est sur des débuts d'exercice, on est sur les premières rencontres, les premières réunions, donc on apprend en marchant. On ne voit pas d'échange net aujourd'hui, très sincèrement, entre les comités de mission et les conseils d'administration. Peut-être ce qu'on peut dire en prévision, nous ce qu'on pressent quand même, c'est qu'au sein des conseils d'administration, les comités RSE sont de plus en plus répandus. Donc les entreprises s'étant dotées d'un comité de mission, on peut s'attendre à ce qu'il y ait davantage de liens, et le comité de mission étant souvent piloté par la RSE, on peut s'attendre à ce que tranquillement mais sûrement, voilà, des liens se fassent et qu'on puisse avoir peut-être à minima un point d'information au conseil d'administration sur les grands apports et les attentes et les éléments pointés par le comité de mission. Mais voilà, mais encore une fois, c'est peut-être un peu tôt et ça, on ne le voit pas encore vraiment se généraliser.
Après, il y avait une question par rapport à la composition du comité de mission. Alors, j'ai fait un début de réponse. Je disais que Camille élaborerait plus précisément, mais j'ai envie du coup de poser la question à Sarah. C'est une question sur quelqu'un qui a noté qu'il y avait une surreprésentation masculine au sein du comité de mission. Et du coup, voilà, la réflexion sur est-ce que ça avait vocation à être équilibré. Et en fait, j'aurais envie de poser la question à Sarah sur quand vous intervenez en tant qu'OTI, est-ce que vous considérez dans vos critères voilà, la composition du comité de mission et du coup la parité? À quel niveau vous faites la pondération justement? Qu'est-ce qui fait pour vous les recettes d'un comité de mission dont vous vous dites c'est le juste comité de mission? Alors, c'est vrai que la loi française impose uniquement un membre dans ce comité de mission, donc c'est assez light. Et c'est vrai que les bonnes pratiques, voilà, c'est d'avoir du coup un comité de mission avec des parties prenantes internes et externes. Alors, je ne suis pas forcément… Enfin, le côté du coup parité homme-femme, alors c'est vrai que du coup c'est important, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je vois régulièrement, en tout cas avec une volonté de faire un mixte. C'est vraiment beaucoup les compétences, trouver du coup les bonnes personnes. Qui soit bien représenté au niveau du comité de mission. Ça, c'est vraiment un premier point important. Et je pense que ça va venir peut-être dans un deuxième temps, du coup, d'avoir une parité dans ces comités de mission. Et c'est vrai qu'en fonction du coup de la taille de l'entreprise, on voit différents types de comités de mission. J'en ai vu avec des parties prenantes internes. Et c'est vrai que du coup, voilà, on les pousse à leur dire voilà, il faut que vous intégrez une partie prenante externe parce que c'est ça qui va vous pousser en termes de questionnement stratégique. Donc voilà, on recommande vraiment aux entreprises d'intégrer du coup des parties prenantes externes à leur comité de mission. C'est essentiel. Très bien. Alors, je regarde si on a d'autres questions. Je vois une question de Pascal Sasso. Je me permets de lire votre question, Pascal. C'est la première fois que j'entends parler du comité opérationnel de la mission. Pouvez-vous développer sa composition, son rôle vis-à-vis notamment du comité de mission et du comité de direction, etc. J'ai répondu par écrit, effectivement. Ah, pardon, je n'ai pas vu la réponse. Ah, pardon. En fait, peut-être pour tous ceux qui n'auraient pas vu la réponse, nous, c'est quelque chose qu'on a préconisé et qui peut-être, Camille nous le dira, a emporté le fait qu'on puisse accompagner Chiesi. Il nous semblait totalement irréaliste de penser pouvoir animer un comité de mission sans avoir mis au préalable en état de réflexion et de force de proposition un comité miroir. Donc, c'est vrai que nous, on utilise ce terme comité opérationnel de la mission. Chez Chiesi, il s'appelle comité sustainability. Voilà, c'est vraiment une de nos préconisations et peut-être on va laisser témoigner Camille de voir à quel point ça peut être utile ou pas. D'ailleurs, ces membres du comité de mission, du comité opérationnel, interagissent aussi, parfois viennent présenter leur feuille de route aux membres du comité de mission. On pourra après laisser la parole à Stéphane avant de se quitter. Peut-être un petit mot, Camille, justement sur… Oui, un petit mot, effectivement. Alors, ce comité Sustainability existait déjà avant, mais il n'avait pas une si grande… il n'avait pas l'importance qu'il a aujourd'hui. Et effectivement, ce qui nous a bien plu, c'est d'avoir d'un côté le comité de mission qui travaille sur des aspects stratégiques, qui challenge, qui apporte de nouvelles idées, qui fait avancer vraiment les choses, mais à un niveau très, très stratégique et high level. Et on a ce comité Sustainability composé uniquement de personnes de chez Chiesi qui représentent tous les départements et entités de l'entreprise et qui permet en fait aux décisions prises lors des réunions du comité de mission de vivre et de se traduire en projets concrets, puisque ce sont eux qui sont en charge de l'avancée des feuilles de route. Donc vraiment de s'assurer que la mission vit dans tous les départements et à tous les étages de l'entreprise et qu'on répond et qu'on peut réaliser notre mission. C'est capital. Et alors, j'ai envie de me tourner maintenant vers Stéphane, qui a pu avoir quelques interactions avec des membres du comité opérationnel. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez trouvé, je dirais, positif ou peut-être trop opérationnel? Est-ce que ça se situait au juste niveau? En fait, quelles sont les attentes du comité de mission en termes de concrétisation de la mission? Jusqu'à quel point on peut vous plonger dans l'opérationnel?
Je pense que c'est l'intérêt premier, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour rester à un niveau un peu fumeux en disant voilà, on réfléchit sur des dispositifs conceptuels. Je crois que l'intérêt, c'est d'être très clair sur les objectifs et très clair sur les engagements. On doit avoir des engagements qui doivent être ambitieux, voire même très ambitieux, mais sur des mesures qui seront potentiellement réalistes. C'est-à-dire qu'on peut se donner en termes notamment environnementaux, en termes sociaux, essayer de viser très haut, avec des capacités à faire pour l'entreprise et aussi des engagements qui soient complètement mesurables. Et c'est le rôle de l'OTI, tel qu'il a été très bien décrit tout à l'heure, de pouvoir apprécier cela. Après, il faut que ça soit compréhensible pour les collaborateurs, comme pour les clients à un moment donné aussi. Donc, il faut que ces objectifs rentrent dans le quotidien, rentrent dans le concret. Et donc, si on ne travaille pas à cette échelle-là, eh bien, on rate pour moi le rôle et l'intérêt d'un comité de mission. Très bien, merci. Donc, il est 57. Je ne sais pas si, Caroline, tu vois des questions auxquelles on aurait… Oui, effectivement, je vois des questions. Alors, j'espère que tu n'y as pas déjà répondu parce que malheureusement, je ne vois pas tes réponses. Pardon, je ne suis pas la plus douée en informatique. Alors, je vois une question. Est-ce que les membres du comité de mission peuvent également être des membres du comité des parties prenantes? Oui, la réponse est oui, tout à fait. Et dans des entreprises ayant d'ores et déjà un comité de parties prenantes, bien souvent, on demande aux parties prenantes, qui en général ont été choisies parce qu'elles sont représentatives des activités de l'entreprise, de rejoindre le comité de mission. Donc, oui, tout à fait. Et j'ai vu aussi une question. Alors, on a des questions sur des choses très concrètes. Comment est-ce que ça se passe concrètement dans une réunion du comité de mission? Voilà, comment est-ce qu'on valide, comment est-ce qu'on avance sur les sujets? Voilà, il y a une demande d'éléments un peu concrets. Voilà, comment se passent les réunions? On passe en revue chacun des engagements, des plans d'action opérationnels, ou est-ce que ça reste un niveau de réflexion plus macro? Donc, je ne sais pas si Stéphane, peut-être, oui, encore, peut témoigner, et puis Camille en complément. On est parti à un moment donné du macro. Il a fallu effectivement bien comprendre comment fonctionnait Chiesi, quels étaient les engagements passés et quels étaient les objectifs que le comité de direction s'était fixé. Donc, on est parti à un moment donné d'une réflexion qui est un peu macro. Mais notre rôle, notre intérêt, alors guider à un moment donné, mais pas que guider, parce que comme vous l'avez bien compris, notre rôle, à mon sens, c'est d'être un peu là pour casser les codes et faire en sorte de réfléchir autrement. Eh bien, c'est d'amender ces différents objectifs et puis de les rendre les plus concrets, les plus opérationnels possibles, tout en s'assurant, et c'est le rôle notamment de Camille, de faire en sorte que ces objectifs ou ce que l'on peut imaginer, rêver avec malgré tout une phase opérationnelle ne soit pas déconnecté d'une forme de réalisme économique de l'entreprise. Parce que l'entreprise ne peut pas tout faire, ne peut pas tout faire dans les temps impartis, et c'est ce qui démontre aussi la crédibilité du rapport de mission qui doit être le plus compréhensible possible et le plus opérant. Voilà. Donc, on part du macro, mais l'objectif, c'est de finir sur uniquement du micro et de l'opérationnel. Merci. Alors, moi, je vais devoir vous quitter. Je vais laisser Caroline accueillir les dernières questions potentiellement, mais peut-être à tour de rôle, Sarah, Camille et Stéphane, un petit mot, un conseil pour conclure et encourager tous les membres de la communauté des entreprises à mission et ceux à venir à aller un cran plus loin dans la joie, la bonne humeur et le courage, parce qu'on sait que ça demande de l'énergie. Alors, Sarah. Oui, Sarah. Oui, très bien. Oui, alors du coup, un petit mot de fin pour… Alors, moi, ce que je recommanderais, c'est vraiment essayer du coup de choisir, je prends ma casquette d'OTI, essayer de choisir du coup votre auditeur un peu en amont, parce qu'en fait, parfois, on peut avoir un peu peur de ce qui va se passer, des questions qu'il va poser. Et donc, plus vous le choisissez du coup en amont, plus il rencontre le comité de mission avant. Du coup, ça permet du coup de lever certaines questions, certains sujets, et ensuite, tout se passe bien. Donc voilà, c'est sûr que si vous choisissez votre auditeur juste à la fin du délai légal, ça va être un petit peu plus tendu en termes de délai. Donc voilà, essayez d'anticiper du coup, parce que puis en fait, on essaie aussi d'apporter du coup au sein du coup de l'organisation vraiment du coup de la qualité du coup dans l'information. Merci beaucoup, Sarah. Je vais poser la même question à Stéphane.
un conseil pour que ça fonctionne bien aux personnes qui nous écoutent. Alors, je crois que le micro est coupé, Stéphane. Pardon. Un conseil. Moi, je pense qu'il ne faut pas vivre ça comme un exercice imposé, comme un texte de loi qui doit s'appliquer. Il faut y aller avec enthousiasme, effectivement. Et je pense qu'il faut voir effectivement des objectifs, alors potentiellement économiques, puisqu'il y a bien une finalité lucrative dans les différentes entreprises qui sont mobilisées. Mais derrière, cette dimension sociale et environnementale, elle a une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise. À l'heure où à l'époque, on parle beaucoup de la grande démission, de l'intérêt des collaborateurs à rester dans l'entreprise, de la qualité de la marque employeur. Si on développe un comité de mission avec des engagements clairs, ambitieux, réalistes, qui associent, qui intègrent les collaborateurs, eh bien, on va pouvoir travailler sur la reconnaissance, sur la fierté. Et demain, on donnera du sens à un engagement professionnel, mais aussi un engagement personnel. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée que le comité de mission, bien intégré, bien conçu, bien accompagné, peut effectivement porter. Voilà. Et puis un dernier mot pour conclure, parce qu'on m'a dit qu'il faut un mot, alors je dirais partage. Le comité de mission, c'est du partage. Merci Stéphane. Camille, le mot de la fin. Pour le mot de la fin, je dirais que pour les personnes peut-être qui se demandent si elles vont devenir société à mission, et en tout cas, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de ce comité de mission, puisque nous, il nous apporte une grande richesse dans les idées, dans les échanges. Ça nous permet vraiment d'aller un cran plus loin, surtout avec les personnes comme Stéphane qui sont externes et à la fois qui connaissent notre entreprise, mais qui peuvent vraiment nous apporter des idées novatrices. Donc ça, c'est vraiment très riche et ça nous permet d'aller plus loin. Et si je devais résumer en un mot ou quelques mots, c'est le triptyque, disons, comité de mission, entreprise à mission et OTI, c'est vraiment pour moi un cercle vertueux au service de l'engagement responsable. Super. Bon, ben on va se quitter là-dessus. Merci encore une fois à tous les intervenants témoins. Merci à vous d'avoir été avec nous. On espère que vous aurez trouvé de l'intérêt dans ce webinaire et donc à la semaine prochaine, puisque le cycle continue. La semaine prochaine, même jour, même heure, on continue le cycle sur les sociétés à mission. Bon après-midi.